Ça peut vite partir en cacahuète, j'imagine. Super cacahuète! On a vu dans la première partie que de nombreuses distorsions de la science proviennent du traitement de l'information initiale, que ce soit par les instituts, par les chercheurs ou par les journalistes. Et encore, ce ne sont pas les seules distorsions. Et à cela, il faut aussi rajouter des biais de communication. Tout d'abord, dans le choix de la recherche scientifique diffusée, il faut savoir qu'il y a de grandes inégalités de diffusion entre les disciplines. Par exemple, les médias couvrent davantage les sciences de la nature que les sciences sociales. Et il faut savoir qu'il y a aussi une inégalité géographique, à savoir qu'on va plus te parler et te présenter les recherches faites en Europe et en Amérique du Nord que celles effectuées en Asie et en Afrique. Est-ce que cela ne serait pas dû à la quantité de recherche? Et oui, il est logique de se dire que les pays en voie de développement investissent moins dans la recherche scientifique que les pays riches. Et donc, il y a moins d'articles scientifiques. Alors oui et non. J'aime pas ce genre de réponse. Ça ne répond à rien. Bienvenue en science. Alors oui, en effet, la quantité de recherche sur ces continents est inférieure. Mais malgré cela, toute proportion gardée, tu es encore moins au courant de ce qui s'y passe. Les services de communication des instituts et les relations de réseau jouent un rôle important dans la diffusion de la recherche. Et puis, il y a aussi le type de médias. Tous n'ont pas le même impact. En Europe, la télévision est le moyen d'information auquel les gens accordent le plus de confiance et celui qu'ils préfèrent lorsqu'il s'agit de se renseigner sur la recherche scientifique. Alors attention, ici je ne parle pas des chaînes thématiques, mais bien sûr des chaînes généralistes. Oui, c'est souvent simple et accessible. On a l'avis d'un expert et on comprend bien. Oui, d'ailleurs, une enquête réalisée par la Commission européenne montre que le sujet et la facilité à comprendre une information sont ce qui importe le plus les citoyens dans la diffusion de la recherche scientifique. Bah oui, c'est normal. C'est très important pour vulgariser correctement une information scientifique. Alors oui, bien sûr, c'est très important. Mais il y a quelque chose qui importe encore plus en science, c'est la fiabilité et l'objectivité de l'information. Oui, et malheureusement, souvent le public accorde plus d'importance à la facilité de compréhension qu'à la fiabilité de l'information. L'objectif de la recherche scientifique est de faire état des faits, de faire état de ce qui est. Donc c'est pour ça que la fiabilité et l'objectivité sont extrêmement importants. D'accord, je comprends. Dans la recherche, le plus important, c'est la véracité plutôt que le divertissement. Exact. Et ça, ce n'est pas toujours très bien compris à la télé lorsque les journalistes choisissent à qui donner le micro. La recherche scientifique, et ce même dans une thématique très précise, n'est pas le fruit d'un seul individu. Les chercheurs devraient systématiquement parler au nom de la communauté qu'ils représentent et non de leur opinion personnelle. Malheureusement, il semblerait que certains médias ne fassent pas la différence entre le consensus scientifique et Georges Machin qui donne son avis personnel. Des fois, on a l'impression qu'on cherche plus le spectacle et le buzz que la véracité des propos. Et malheureusement, on le voit pas mal en ce moment. Alors, une première chose de base est de s'assurer que le chercheur interviewé est bien expert de la thématique en question. Oui, mais ça, c'est souvent le cas. Ils invitent un expert pour parler d'un sujet en particulier. Pas toujours. Par exemple, on te présente le docteur Georges Machin Van de la Cave, directeur de recherche de l'Institut Trifouilly-les-Oies et ancien prix Nobel de sciences. Par contre, on ne te donne pas son domaine d'expertise. Ainsi, on peut se retrouver à interviewer l'expert mondial des bousiers africains pour nous parler de la fusion nucléaire. Et là, on n'est plus dans l'expertise scientifique, mais dans quelqu'un qui donne son avis. Le problème, c'est qu'on ne te le présente pas comme ça. C'est vrai que j'ai déjà vu ça plusieurs fois maintenant que tu me le dis. Une expertise de recherche est quelque chose de vraiment très précis et on peut vite s'en éloigner, même si on a l'impression d'être dans la même thématique. On a aussi de nombreux experts autoproclamés qui ne sont pas chercheurs du tout, mais qui font quand même la tournée des plateaux télé. Une autre problématique est liée à la fausse parité que peut renvoyer un débat scientifique entre deux chercheurs. Par exemple, il peut arriver que dans certains domaines, on ait un consensus scientifique très tranché et que 99% des chercheurs s'accordent sur un point. Il reste quelques irréductibles qui ne sont pas encore convaincus. Et là, on organise un débat entre deux chercheurs, chacun venant d'un camp. Tu vois où est le problème ? Pas vraiment. C'est bien d'opposer les opinions. Encore une fois, oui et non. Non mais tu le fais exprès là. Oui, un peu, je l'avoue. Le problème, c'est que ça donne l'impression que la science n'a pas tranché. Que c'est 50-50, qu'on ne sait pas trop, alors qu'en fait non.
Bref, on transforme quelque chose d'établi avec un consensus scientifique important en « on ne sait pas trop, les scientifiques sont partagés », ce qui peut être totalement faux. C'est peut-être important d'écouter les deux côtés, d'avoir les arguments de deux scientifiques qui s'opposent. Si on te présentait de vrais arguments scientifiques, valides, sourcés, oui, ça serait une bonne chose. Mais ce genre de débat serait technique et très compliqué, et ce ne serait pas pour le grand public, et ce serait rarement adapté pour une émission de télé. Malheureusement, un débat grand public à la télé entre deux experts scientifiques ressemble plus souvent à un débat d'opinion politique qu'à un discours scientifique. De plus, lorsqu'un consensus est bien tranché sur une thématique très étudiée, les chercheurs qui sont récalcitrants le sont plus par opinion personnelle que par réalité factuelle. Et alors, c'est pas gênant d'avoir l'opinion de chacun quand on parle de science? Si c'est juste une opinion, oui, c'est gênant en science, en fait. Et d'ailleurs, on a trop souvent tendance à croire que l'on peut débattre d'éléments scientifiques en donnant son opinion et son avis comme on le ferait en politique. En recherche, les vrais débats sont ceux qui démontrent une hypothèse en se basant sur une rigueur et une méthodologie propre, solide et sourcée. C'est un débat de preuves et d'expérience et surtout pas d'opinion ni d'avis personnel. D'ailleurs, récemment, suite à l'emballement des réseaux sociaux où chacun donne un petit peu son avis sans vraiment comprendre les choses, l'Académie nationale de médecine a justement rappelé ceci. La vérité scientifique ne se décrète pas à l'applaudimètre. Elle n'émerge pas du discours politique, ni des pétitions, ni des réseaux sociaux. En science, ce n'est ni le poids majoritaire ni l'argument d'autorité qui font foi. La démarche exige du temps, de la méthode et de l'esprit critique. Et c'est ça la recherche scientifique. Et que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité sur laquelle elle ne peut pas avoir de prise. L'idée, c'est que quoi qu'en pense le peuple, qui est libre de ses choix en tout autre domaine, quand il s'agit de vérité scientifique, on se fiche de l'avis du peuple. Et on a raison. C'est dégueulasse comme idée. Ça ressemble à une censure un peu oppressive, ça. Si tu prends cette tasse, par exemple, la science va te dire sa couleur. Non, mais il n'y a pas besoin de la science pour ça. J'ai des yeux, je peux voir. C'est un exemple schématique, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Ouais, bah il est pourri ton exemple. Bref, la science va te dire sa couleur, sa taille, sa matière de fabrication, sa résistance physique, sa fragilité. Elle n'est pas là pour te dire ce serait quand même vachement mieux si c'était fait par un artisan. Sérieux, c'est moche. C'est trop fragile. Non mais quand même, ça serait plus éthique en authentique peau de bambou naturel synthétisé. Tout ça, c'est de l'opinion. Mais dire que cette tasse est en céramique, ça c'est un fait. C'est comme ça, on ne te demande pas ton opinion. Oui, avec ton exemple, c'est plus clair. Vu que c'est censé être un fait sur ce qui est, il n'y a pas de choix possible. Donc pas d'opinion à avoir. En gros. Et souvent, toute la problématique consiste à réussir à obtenir ce fait et à en être sûr. D'ailleurs, en parlant d'opinion, on arrive à un très gros morceau que sont les réseaux sociaux. Et c'est très important, parce qu'ils prennent de plus en plus de place dans notre vie. D'ailleurs, 60% des Américains voient les informations scientifiques à travers les réseaux sociaux. Comme Facebook ou Twitter, par exemple, là où on donne toujours son opinion. Exact. Sur les réseaux sociaux, les informations sont reliées extrêmement rapidement. Et les informations en rapport avec la science vont venir soit de posts suggérés par l'algorithme, soit de posts relayés par une connaissance. L'algorithme va te donner ce que tu as l'habitude de consommer, ce qui va juste généralement renforcer tes opinions et tes croyances personnelles. Malheureusement, ça ne va pas du tout les mettre à l'épreuve, ni t'opposer d'arguments contraires. Et alors, c'est normal ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si tes opinions sur une thématique sont forgées à partir de fausses informations, cela va juste renforcer ta conviction que c'est vrai et que tu as raison. Ce que tu vois biaise ta perception de la réalité, car tu as une vision partielle et non globale, générale de la situation. L'algorithme peut aussi te montrer ce qui est devenu viral, autrement dit, ce qui est souvent commenté, partagé, auquel les gens réagissent. Et il en va de même sur ce que vont te transmettre tes amis. D'ailleurs, peux-tu me dire ce qui fait que tu partages quelque chose sur les réseaux sociaux? Bah, je sais pas, quand je trouve quelque chose de drôle, de fun, quelque chose qui m'énerve, qui me révolte, quand je pense que les gens doivent savoir, ce genre de choses, quoi. Et quel est le point commun avec tout ça? Ben, moi. Non, mais je sais pas, je veux dire mes goûts, quoi, en fait. Et non, ce sont toutes des émotions humaines. Il a été montré que l'on relayait plus souvent des informations qui faisaient appel à nos émotions que celles qui faisaient appel à notre raison. Malheureusement, on ne relaye pas quelque chose parce qu'on a fait un travail d'investigation sur la véracité et le sérieux du propos.
C'est vrai que je fais souvent ça maintenant que j'y pense. Et les grandes gagnantes dans ce domaine sont les émotions qui nous choquent, qui nous dégoûtent, qui nous révoltent, qui nous font peur ou tout simplement qui nous émeuvent. Bref, tout sauf la normalité fade. Et ceci, que ce soit les lignes éditoriales, des médias ou les réseaux sociaux, ils l'ont bien compris. Les publications qui s'attaquent à ces émotions sont celles qui pullulent le plus. Et ceci nous amène à une autre catégorie d'informations qui pullulent sur les réseaux sociaux, les fake news ou fausses informations. Il a été montré que sur Twitter, une fake news est relayée 1,7 fois plus qu'une vraie information. Pourquoi? Notamment parce qu'elles sont jugées plus originales et font davantage appel à nos émotions. Avec les retweets en cascade, une fake news va aller 6 fois plus vite qu'une vraie information pour toucher le même nombre de personnes. Et celles qui fonctionnent le plus sont celles d'ordre politique qui généralement nous remplissent d'émotions. Et oui, le facteur primordial dans la diffusion de l'information n'est autre que la psychologie humaine. Parfois, les instituts s'emballent, les journalistes s'emballent, les réseaux sociaux s'emballent et tout le monde donne son avis à tout va. Et du coup, quand cela touche la recherche scientifique, on n'est plus du tout dans un débat factuel, objectif et rationnel, mais dans son exact opposé. Bref, incompatible avec la science. Et c'est en mélangeant tout ça que certaines informations scientifiques vont te parvenir et contribuer à te forger ton opinion basée sur une réalité déformée. Genre, déformé à quel point? Par exemple, en 2018, le collectif No Fake Science a publié une tribune qui présente certains éléments dont le consensus scientifique est assez net et tranché. Ces éléments ont été choisis car ils étaient en opposition avec l'opinion et les croyances d'une bonne partie de la population. Vas-y, balance. Avant, il faut bien comprendre que ce n'est pas de la politique, ce n'est pas un conseil ou une recommandation directe. De plus, il ne faut surtout pas surinterpréter ni faire dire à cette tribune ce qu'elle ne dit pas. C'est juste l'état actuel des connaissances scientifiques sur ce sujet. La voilà. Non, 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 non. Plutôt que de te demander de combien de ces points tu étais au courant, il serait plus intéressant de te demander combien de ces points vas-tu rejeter en bloc. Non pas parce que tu as les connaissances et compétences techniques pour juger objectivement, ce dont je doute, mais parce que cela te froisse et va à l'encontre de tes opinions et convictions personnelles. Qu'est-ce que tu fais? Je t'insulte sur Twitter, puis je te bloque. Mais pourquoi tu fais ça sur Internet et que tu me le dis pas là? Bah, pour l'anonymat, bien sûr. Ah tiens, notif Twitter. C'est toi, Kéké du 925? Bref, nous avons tous des préjugés et des opinions. C'est très difficile, mais quand on parle de science, il faudrait réussir à les prendre, en faire une jolie petite boule que l'on range tout au fond de sa poche. Il sera toujours temps de les ressortir lors d'une discussion légère entre potes au bar du coin. C'est aussi cela la difficulté scientifique, réussir à s'affranchir des barrières et biais psychologiques de notre cerveau pour réussir malgré tout à transmettre une information objective. Parce qu'au final, on est tous des êtres humains. Surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine!